C'est donc une écriture permanente. Vous voyez, ça ressasse un peu les thèmes. Les mêmes thèmes reviennent, bien sûr, mais variés, sur des tons différents. Voilà, et moi ça m'amuse, et j'espère que je trouverai quelques lecteurs qui ça peut amuser aussi, ou rendre pensif, ou rendre, je sais pas, heureux ou malheureux, je ne sais pas. Tout ça. Voilà, c'est des bouteilles qu'on lance sur la mer. Et comme en plus je suis un adepte pervers de Facebook, je balance quelques-uns, s'ils savent, je les balance aussi, la plupart, au fur et à mesure de l'écriture. Tous les jours. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Sur ma page Facebook. Voilà. Et j'ai de beaux retours, ça c'est magnifique. Donc déjà, les livres qui sortent sont en partie déjà, ils ont accosté bouteille à la mer, ils ont accosté ici ou là, déjà pendant le temps que ça se fait. Il y a beaucoup de lecteurs oui, qui like. Ça c'est magnifique. Ça like, voir ce public virtuel. Mais c'est plus que de la virtualité. Je rencontre voilà, quelqu'un avec lequel on est en rapport depuis, je sais pas, 2 ans. Ah oui, 2 ou 3 ans. Et puis voilà, on se rencontre, on se voit. Et j'ai beaucoup d'amitiés comme ça qui se sont préparées virtuellement et qui un jour s'incarnent. Et ça c'est très beau. Voilà. Mais bon, il faut être un peu narcissique, hein, mais tous les artistes, à leur manière de son, il faut être un peu narcissique, trouver intéressant ce qu'on fait. Non, Lambert. Ouais. Lambert, ouais. Narcissique, certainement, tout le monde est un peu, hein, moi-même ouais. je suis poète, si on n'avait pas d'ego et si on n'avait pas un petit peu de... On n'y oui, arriverait pas, ça, oui. hein, je pense. Sinon, mais au-delà de ça, moi je me réveille, moi ces derniers temps, parce que vous bougez beaucoup, mais j'adore me réveiller. La première chose que je lis, c'est les poèmes matinales sur la fleur qui vient de pousser dans le jardin. Voilà, ça c'est absolument un partage magnifique. Et au-delà de ça, après, il y a effectivement tout ce que vous mettez à lire, à ce qu'on lit. Ça c'est vachement beau, c'est un partage... pour moi, totalement universel et profond. Ouais. Voilà. Et en même temps, ce sont des choses tout simples. Ça ne c'est pas très très simple. haut. C'est au-delà des pâquerettes, au-delà du vécu, au-delà de la vie. Oui, quotidien. Limite pas poétique. J'appelle ça en sous-titre « Petite parlerie au fil des jours ». Voilà. Et donc là, je m'inspire un peu auprès de mes amis chinois d'il y a 1000 ans, c'est-à-dire qui écrivaient aussi ce genre de texte de piété devant la beauté du monde. Hein, c'est un univers immanent, je suis très peu transcendant. Même monacal parfois. Presque monacal, mais quand même une adoration de ce qui est, le moindre brin d'herbe, d'acheter nun dieser Grashalm zittert. C'est une citation de Knut Hamsun. Voilà ce brin d'herbe qui tremblote. C'est une phrase magnifique, et donc il y a aussi des vers qui nous traversent, qui me traversent, qui sont là, c'est-à-dire qu'on ramasse en lisant, parce que quiconque écrit est aussi un lecteur, et on ne pourrait pas écrire si on n'écrivait pas. Le matin, je me mets en branle en lisant des poètes. Et un des privilégiés depuis 6 mois, c'est William Carver, que je lis pratiquement chaque jour. Et ce sont les autres poètes qui aussi nous donnent courage, qui nous disent « Allez, vas-y, il y a encore des choses à dire, et on y va ». Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fait donc aussi une sorte de va-et-vient entre nous-mêmes et la littérature de tous les temps. Parce que ces poètes chinois du 7e, 8e siècle, ils sont d'une présence, ils sont d'une présence 1 sur 1. C'est-à-dire on lit ces poèmes, c'est direct, et le temps disparaît. C'est une sorte, c'est aussi un acte métaphysique, c'est-à-dire d'un coup devant la page, les siècles sont gommés, on est là, je les sens. J'ai des amis, Su Tumpo pour moi est un ami, Wang Wai est un ami, parce qu'on s'entretient. Et chez eux aussi, il y a tout le temps ce thème du dialogue, de montrer, de faire circuler les poèmes, etc.
Donc voilà. Et si on peut partager ça avec tes lecteurs, c'est un grand bonheur. Voilà. Mais il n'y a pas que les Chinois, Lambert. Les haïkus japonais, par exemple. Les Japonais aussi, oui. Mais je dois avouer, je suis un peu moins haïku que Quatrain chinois. Les Chinois n'ont jamais pratiqué la forme si brève, si ramassée des haïkus japonais. Hein. Et donc la forme la plus brève, les classiques chinois pratiquent énormément le quatrain. Shu Tumpo pratiquement a écrit toute son œuvre sous forme de quatrain. Donc ça permet quand même un peu une expression. Le haïku, oui, c'est un domaine très spécial, très sublime, c'est vrai. Ce que j'apprécie moins, c'est quand les Européens se mettent à produire des haïkus. À mon avis, c'est un leurre. C'est un leurre, parce que les 17 syllabes japonaises sont bourrées de sens, sont pleines de sens. Et quand un Européen, et la bêtise, pardon, le mauvais calcul est là, des Européens qui vous produisent des haïkus en 17 syllabes, ne disent pas un quart de ce que dit le japonais avec ses 17 syllabes japonaises. Puisqu'ils n'ont pas d'article, pas de pronom, pas de conjugaison, pas de... etc. Donc chaque idéogramme est bourré de sens. Donc à notre syntaxe, il faut tous les petits mots qui sont du remplissage. Il y a aussi les sonnets de Joachim du Bellay. Les sonnets de Joachim du Bellay. Oui, plus la Renaissance. Plus mon petit lyrique que les Monts Palatins. Oui, ça c'est des trucs magnifiques, magnifiques, les sonnets. Parce que là aussi, il y a la contrainte qui joue, qui donne une concentration, et au vers, et au poème entier. Oui, aussi, donc j'aime bien la contrainte, parce qu'elle fait fonctionner, elle fait avancer. Sinon, on tombe trop facilement dans une sorte de logorée ininterrompue. Il faut ce garde-fou de la forme. J'ai écrit un livre entier qui a été écrit dans la même collection, qui est épuisé de quatrain aussi, il y a une dizaine d'années. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'exprimer. Donc en général, la forme contrainte, alors que au temps de la Renaissance, c'est encore beaucoup plus sévère. Les grands rhétoriqueurs aussi. Les rhétoriqueurs, etc. Jusqu'au c'est des merveilles. Hein, c'est des merveilles, oui, bien sûr. La contrainte a toujours compté. Oui. Je la pratique aussi dans certains livres de prose où je me limite à la page, par exemple. Strictement, c'est la page. Ou d'autres, j'ai écrit 2 livres de prose avec des alinéas tout à fait réguliers. Donc 500 alinéas tout à fait réguliers sur tout et rien, c'est-à-dire sur un grand tas de thématiques. Mais là aussi, je n'avais pas droit à 2 lignes, je n'avais pas droit à 2 pages, mais à 15 lignes de texte. Et tout le livre est écrit dans cette forme. Et là aussi, ça m'a aidé. Et là, l'origine, c'était la format du carnet. C'est le petit carnet qu'on a en poche. Et comme j'écris toujours d'abord à la main, la petite page remplie dans mon carnet, c'était le texte. C'est-à-dire à partir de la 4e ligne d'en bas, je savais maintenant il faut clore, parce que quand tu arrives en bas, c'est terminé. Je n'ai pas le droit de déborder. Et donc ça donne, ça force à se concentrer, ça force à trouver aussi une chute, parce que chacun de ces textes doit avoir une sorte d'autonomie, d'autarcie, il doit fonctionner tout seul. Et donc ça aide à écrire. Mais ça, c'est une question de tempérament. Il y a beaucoup d'autres manières d'écrire. La mienne est celle-là, que j'aime bien, la contrainte formelle extérieure.